Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale dédiée à la mer Rouge, à l'espace maritime, au cœur des enjeux géopolitiques et économiques actuels. Donc, pour pouvoir évoquer cette situation actuelle, comme à l'accoutumée, nous avons fait appel à un expert dans ce domaine, un expert à qui on fait appel tout le temps lorsqu'on veut parler d'une situation donnée. C'est Dr Ali Migane. Docteur, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour pouvoir aujourd'hui mettre en lumière la situation actuelle géopolitique de la mer Rouge. Avant de pouvoir passer au reste des questions dans le cadre donc, de cette émission, je voudrais d'abord qu'on évoque ensemble le livre que vous avez écrit il y a 2 ans de cela. Vous avez publié un livre qui parlait de la sécurité maritime. Est-ce que ce livre répond à la situation géopolitique économique actuelle de la mer Rouge? Oui, bonsoir d'abord, salam alaikum. Et avant que je puisse aborder d'abord sur cet ouvrage-là, je tenais particulièrement à remercier en fait la communauté de la RTD de nous avoir tout le temps conviés à des émissions aussi importantes et stratégiques pour Djibouti et pour notre communauté djiboutienne. En réalité, le fait que vous nous invitez nous permet aussi de pouvoir expliquer aux Djiboutiens une meilleure compréhension des enjeux en mer et à travers, par clocher, expliquer qu'est-ce qui fait des Djibouti à travers ces développements des structures portuaires et à travers les corridors qui vont avec. D'accord. Mais aujourd'hui, quand vous m'avez posé la question de cet ouvrage que j'ai édité chez Harmattan il y a 2 ans de cela, et qui est un découlant de ma thèse de doctorat que j'avais soutenue à Nantes, au Centre de droit maritime océanique de Nantes en 2018, et qui avait un intérêt assez particulier lorsque j'avais commencé cette thèse à cette époque-là, parce qu'il y avait la crise de la piraterie, et donc il y avait un engouement de cette insécurité qui sévissait de cette période pas lointaine, mais aujourd'hui on le sait bien aussi qu'il y a une résurgence de la piraterie, d'où un livre qui est toujours d'actualité quand il s'agit de ces phénomènes d'insécurité maritime. Mais cet ouvrage est finalement une partie de la thèse, puisque je suis en train de rédiger le 2e tome qui va pouvoir évoquer aussi la question de la coordination de l'action de l'État en mer et qui sera aussi un objet assez intéressant pour montrer un modèle de coordination qui existe dans le monde et comment Djibouti elle arrivera à travers cette coordination, créer en fait son environnement pour pouvoir montrer ces doubles facettes dont Djibouti a su réussir, c'est développer une infrastructure portuaire, mais aussi répondre à des enjeux d'insécurité, donc un port à double imbrication commerciale et sécuritaire. Donc cet ouvrage-là répondait en réalité cette double imbrication qui est en réalité un porté assez important dans le monde portuaire. D'accord. Merci beaucoup pour cet éclaircissement et surtout de quoi vous avez donc évoqué dans votre livre que vous avez édité il y a 2 ans de cela et qui bien sûr répond aussi à la situation géopolitique et économique actuelle. De là, nous passons au détroit de Bab el-Mandeb. Nous savons bien que depuis des siècles, le détroit de Bab el-Mandeb fascine les grandes puissances. Alors, ma question est comment son importance a-t-elle évolué au fil de l'histoire pour devenir aujourd'hui un point névralgique pour l'ensemble du commerce mondial? Bien, d'abord, pour essayer de comprendre l'importance des enjeux des détroits. Donc, les détroits sont un lieu névralgique où se rencontrent des activités commerciales et militaires. Généralement, comme dit détroit, c'est très exigu. Donc, les détroits des Bab el-Mandeb est effectivement entre la jonction entre 2 pays, Djibouti et le Yémen. Nous sommes à 26 km entre les 2 bouts de terre. D'accord. Et ces 2 bouts de terre ou ces goulets d'étranglement, effectivement, il faut comprendre par le potentiel passage d'activité qui a eu lieu pour comprendre l'importance. De 20 000 à 25 000 navires transitent chaque année. 12% du commerce mondial passe par les détroits. 30% du trafic containerisé
également y transitent. Au-delà de ces trafics commerciaux, il faut rajouter les volumes de barils pétroliers passant en transit dans les détroits et d'environ 7,4 millions de barils par jour. Qui passent. Donc, ça porte un intérêt extrêmement important pour pouvoir décrire l'importance de pouvoir trouver une meilleure adéquation entre stabilité et activité commerciale. Ce sont deux éléments auxquels Djibouti a su porter depuis longtemps un intérêt assez prégnant. C'est une des raisons qui amène qu'aujourd'hui, quand il y a une crise qui sévit du côté du détroit d'Ormuz, systématiquement, par ricochet, ça impacte directement cette activité qui découle par les détroits des Bab el-Mandeb. Donc, l'intérêt est que cette crise qui a débuté dans le d'Ormuz avec le conflit irano-américain, systématiquement impacte les détroits des Bab el-Mandeb via 4 éléments importants qui va pouvoir tout de suite faire sentir les pays en question maritimiste. Le premier est la chaîne logistique mondiale qui est impactée. Le deuxième, c'est le coût du transport qui sera impacté. Et généralement, quand on parle de coût du transport, systématiquement, c'est les clients finaux qui vont pouvoir payer la facture. Donc, le coût de la vie des Djiboutiens va aussi être impacté. Et une des raisons pour lesquelles l'État djiboutien a pris les devants pour créer les task force et analyser par activité leur impact pour que l'État puisse accompagner. Et c'est quelque chose d'extrêmement important pour Djibouti et pour la communauté djiboutienne. Mais également, il y a les primes d'assurance qui vont pouvoir augmenter, d'où, par clocher, c'est les clients, les consommateurs qui paieront cette augmentation. Et enfin, comme j'ai bien dit, par jour, 7,4 millions de barils qui transitent dans les détroits des Bab el-Mandeb. Tout de suite, on peut comprendre que l'intérêt énergétique est extrêmement important pour que les Djiboutiens puissent comprendre que cet intérêt énergétique va pouvoir impacter l'ensemble de cette communauté. Puisque quand on veut se déplacer, on utilise nos véhicules, donc utilisation d'énergie, donc qui peut par ricochet aussi impacter dans tous les secteurs d'activité possibles, que ce soit privé ou public. D'accord. Merci beaucoup pour l'éclaircissement concernant le détroit de Bab el-Mandeb, que nous savons que c'est un corridor maritime crucial pour le transport international. Alors, en ce qui concerne la situation sécuritaire en mer Rouge, la situation sécuritaire en mer Rouge suscite des vives inquiétudes. Quel est l'état des lieux actuels des tensions et des menaces qui pèsent sur la navigation? En réalité, ce qu'il faut comprendre d'abord, dans le cas de la crise d'Ormuz, les États en conflit sont des États non signataires de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer. Ça veut dire que tout simplement, ils vont pouvoir être des pays qui vont s'affranchir en expliquant du fait qu'on n'a pas signé, on a une légitimité d'en faire ce qu'on veut. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Iraniens imposent à faire payer tous les navires qui vont passer par les détroits d'Ormuz. Contrairement, Dr Al-Miguel, qu'est-ce que cet accord stipule pour pouvoir pour porter un éclaircissement pour le public qui nous regarde ce soir? La question de la Convention de Montego Bay, les États signataires doivent respecter le libre passage de la navigation en matière des navires. Donc cette liberté de circulation, elle est extrêmement importante pour les États signataires qui ont signé et qui doivent systématiquement respecter qu'il n'y ait aucune personne qui a la possibilité ou la souveraineté de contraindre. Donc, par clocher, si je viens du côté des détroits des Bab el-Mandeb, les États qui bordent sont signataires de la Convention de Montego Bay, donc une exigence supplémentaire, une responsabilité supplémentaire sur la question de la sécurité régionale, donc une surveillance assez accrue de la liberté des circulations et le respect du droit international de la mer. Donc, c'est ces faits en question
qui aujourd'hui amène une coalition prise par l'Arabie Saoudite dont Djibouti figure. Mais ce n'est pas la première fois que des situations arrivent, puisque dans mon ouvrage, lorsque je parle de l'insécurité, je vais parler de cette époque pas très lointaine, mais j'expliquais que comment un phénomène des pirateries a su transformer un paysage portuaire et en même temps une stabilité des passages, un risque supplémentaire. Donc c'est pour ça qu'on peut évoquer aussi la question dont Djibouti a été les pays qui ont, dès l'impact de ces questions de la piraterie, a tout de suite mis en avant le code de conduite de Djibouti avec une signature de 21 pays qui vont pouvoir finalement se baser pour lutter efficacement contre la piraterie maritime. Mais il ne s'est pas arrêté sur cette question, le code de conduite, mais il a également été signé un amendement de Jeddah en 2017, parce qu'on a compris que l'enjeu de la piraterie, un jour ou l'autre, elle pourrait s'arrêter à travers la coordination des États, mais par contre, l'amendement de Jeddah permettait d'extendre en fait la question de la criminalité vers les différentes formes des criminalités qui peuvent sévisser dans nos mers en particulier. Si je reviens un peu plus en détail, le code de conduite, c'était pour les États signataires de pouvoir échanger en termes d'informations, une meilleure coopération juridique et un renforcement des capacités et enfin la création d'un centre régional de formation maritime à Djibouti. Pourquoi Djibouti? Puisque Djibouti répondait aussi également à cette question de pouvoir fédérer les États de la région en demandant les types de formations qu'ils souhaiteront faire l'année prochaine, par exemple. Donc le Centre régional de formation maritime qui est basé à Doralé répond effectivement à l'adéquation entre formation et risque à venir. Donc ça répondait tout simplement à cette exigence, le code de conduite de Djibouti, qui n'était qu'au départ, en 2009, que sur les questions de la piraterie. Par contre, l'amendement de Jeddah, qui va pouvoir donner une extension, et justement, il dépasse en fait les cadres de la piraterie, mais également sur la question de la pollution, qui est transcrite dans cet amendement de Jeddah. D'accord. Merci beaucoup pour cet éclaircissement encore concernant les tensions. À présent, évoquons ensemble le rôle de Djibouti et la coopération internationale. Djibouti, par sa, bien sûr, position géographique unique, est au cœur de cette dynamique. Comment le pays a-t-il su tirer parti de cette situation pour renforcer son statut politique et économique? Rappelons d'abord la position de Djibouti dans sa diplomatie. Djibouti est toujours un pays qui a su privilégier une politique de médiation, une politique d'écoute, une politique de recherche de solutions au-delà. On peut prendre quelques périodes assez marquantes et rentrant dans l'histoire, c'est la paix à Arta, la lutte contre la piraterie maritime qui découle aussi également par piraterie. On entend toutes les forces qui vont pouvoir s'émettre pour lutter efficacement contre ces phénomènes-là ont su avoir comme assise le port de Djibouti. Donc cela montre aussi l'intérêt international de la portée de la lutte contre toute forme de criminalité qui sévissent dans la mer Rouge, dans le détroit des Bab el-Mandeb, mais jusqu'à également l'océan Indien. Donc, je prendrai un peu deux programmes. Le premier, c'était sur Atalante, qui était exclusivement sur la lutte contre la piraterie maritime. Mais en même temps, aujourd'hui, on peut parler aussi des Speedes, qui sont justement là pour défendre les intérêts de la navigation des navires européens en premier, mais également tout ce qui peut enfreindre à cette liberté de circulation. Quand vous me posez la question de la coopération, je pense qu'il faut aussi prendre dans son entier. Les ministères des Affaires étrangères avaient fait un travail remarquable.
Et ça, nous pouvons prendre les présidents de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, de la Commission de l'Union de la africaine. Commission de l'Union africaine, qui montre l'engouement et l'intérêt en fait pour Djibouti dans sa diplomatie qui est portée sur la forme de la médiation et la forme de pouvoir rechercher des solutions pour que tout le monde arrive à se trouver une stabilité pour coopérer. Et Djibouti Exactement. en fait le fruit en fait réel de cette intention internationale. Exactement. C'est une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, nos ports ont porté cette double casquette, une imbrication commerciale qui répond à des exigences des États cloisonnés, c'est-à-dire une meilleure interconnexion entre la mer et la terre. Et d'ailleurs, nos ports répondent à cette exigence, parce que chaque jour, nous avons à peu près 400 et plus conteneurs à destination de l'Éthiopie, qui est un partenaire stratégique, 130 millions d'habitants. Mais l'objectif des Djibouti aussi, c'est d'aller au-delà des États cloisonnés. Ça veut dire qu'arriver à atteindre le 500 millions qui se trouve dans le COMESA, le 1,2 milliard qui se trouve dans les ELECAF, donc atteindre en fait ces marchés-là. Donc c'est pour ces raisons qu'en termes d'infrastructure, cette infrastructure répond à cette exigence. Mais en même temps, cet aspect sécuritaire, parce que tous ces armadas internationaux se greffent à travers nos infrastructures portuaires pour pouvoir échanger d'informations, pour pouvoir alimenter leurs navires, pour pouvoir passer quelques jours pour sécuriser les détroits, etc. Donc vous voyez l'importance en fait des Djibouti, au-delà de sa position géostratégique, elle a su dynamiser, diversifier ses offres afin de répondre à tout type de menaces et besoins. Merci. Restons sur cette lancée de coopération régionale et internationale. La coopération internationale est-elle devenue indispensable pour préserver, de un, la stabilité des voies maritimes et de deux, comment renforcer cette collaboration entre les pays de la région et les partenaires internationaux pour garantir la sécurité et la stabilité de la mer Rouge? C'est une question qui a son importance parce que on ne peut pas parler de coopération et d'intégration s'il n'y a pas de stabilité. Oui. La première des choses, je pense qu'aujourd'hui, et qu'il faut s'en vanter, c'est la stabilité des Djibouti pour pouvoir accueillir cette communauté aussi différente pour pouvoir répondre à une exigence mondiale. Donc je pense que Djibouti a su faire son cheval de bataille sur cette stabilité et c'est à travers cette stabilité qu'elle a su mener une meilleure coordination des États riverains, mutualiser les moyens, même qu'elles soient peu, mais mutualiser leurs propres moyens pour en arriver à garder cette stabilité, à partager plus rapidement de l'information, puisque c'est le renseignement qui est extrêmement important. Au-delà du spectre commercial et sécuritaire, il y a aussi quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui et qu'on constate, c'est aussi le passage des câbles sous-marins. Il y a 9 câbles sous-marins qui passent en dessous et qui est extrêmement névralgique aussi pour tout le monde. Ces 9 câbles répondent aux besoins de l'Asie, répondent aux besoins de l'océan Indien, mais également de l'Europe et des États-Unis. Donc vous voyez aussi pourquoi Djibouti a intérêt à toujours avoir cette forme de diplomatie proactive, la recherche de solutions, pas qu'à terre, mais aussi en mer. D'accord. Pour clore ce chapitre, alliance navale et souveraineté. La création d'alliances navales multinationales est-elle une réponse adaptée aux défis actuels? Et comment concilier la présence des forces navales étrangères avec le respect de la souveraineté des États de la région? Je pense qu'il faut aussi revenir sur le choix dont Djibouti a pris par la crise
des Palestiniens et d'Israël a pris comme décision. Djibouti a toujours dit, de par sa souveraineté, qu'il ne faut pas attaquer via Djibouti des États voisins. Et elle a toujours cherché cette forme de coopération et des médiations malgré des ententes difficiles. Donc je pense que pour répondre à votre question, c'est de comprendre le choix de Djibouti dans sa diplomatie. Et cela montre un choix stratégique assez important pour pouvoir montrer à la communauté maritime aussi une certaine confiance que l'armateur a le choix de chercher un port stable et sûr. C'est une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, comme j'ai évoqué, plus de 22 navires qui passent. Donc cette crise, elle a aussi un autre aspect dans lequel il faut pouvoir expliquer aussi, c'est que tous ces navires qui ont eu des difficultés pour passer ont su aussi déposer des containers dans les structures portuaires. Donc on est passé à aller, on va dire, de l'ordre de 60% en termes de transbordement. Donc ça veut dire que tout navire qui passe et qui a des difficultés pourra déposer ses containers aux infrastructures djiboutiennes et puis contourner par le cap de Bonne-Espérance les risques qui sévissent dans ces détroits-là. Mais il faut aussi comprendre que cette logique du choix de l'armateur de déposer ses containers le temps du passage a un coût. Et c'est ces coûts-là qui fait qu'aujourd'hui, dans nos économies, on ressent des difficultés supplémentaires. Donc l'intérêt des Djibouti, via cette proactivité d'une diplomatie, des médiations et des respects du droit international, lui confère le sage de la région. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, malgré la disposition, la manière dans laquelle l'environnement auquel on évolue est assez prenant et assez risqué. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Dr Ali Miguene. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme donc, de cette émission spéciale. Mais avant de clore cette table ronde, mesdames et messieurs, je voudrais poser une dernière question à Dr Ali Miguene. Docteur, en une minute, comment imaginez-vous l'évolution de la sécurité du Bab el-Mandeb dans les 10 prochaines années à venir? Et d'ailleurs, quel rôle Djibouti est appelé à jouer dans cette architecture de sécurité régionale et internationale? Bien. Je pense que je souhaiterais, à travers cette conclusion, évoquer la question de la sécurité maritime sera de plus en plus intégrée, numérique et coopératif. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus garantir individuellement, mais la sécurité maritime sera de plus en plus collective. D'accord. Dans lesquels on doit faire de plus en plus attention à de nouvelles formes de criminalité maritime, qui sera surtout la question de cybercriminalité. C'est-à-dire tout ce qui est attrait aux nouvelles technologies, ce qu'on appelle la problématique de l'insécurité hybride. Et je pense que aussi, par ta deuxième question, si je réponds, c'est Djibouti, déjà, il faut comprendre qu'elle est membre de plusieurs organes régionaux et internationaux de coopération sur la question de la sécurité maritime. La première qui illustre, c'est d'abord l'IGAD. L'IGAD a un organe qui s'appelle RESCAS, qui travaille sur la question de la sécurité maritime. Elle en fait partie. Du côté de la mer Rouge, Djibouti fait partie de Red Sea Consular, c'est-à-dire la communauté des États partageant les États riverains de la mer Rouge. Mais également, Djibouti fait partie intégrante et membre de l'océan Indien. Même si c'est éloigné, Djibouti coopère avec les États de l'océan Indien. Pourquoi? L'intérêt est de pouvoir avoir aussi leur expérience et apporter cette expérience-là au niveau des Djibouti
et la région. D'accord. Donc je pense que Djibouti est bien parti dans les cadres de la formulation de coopération dans la lutte contre toute forme des criminalités qui peut sévisser dans les océans. Merci beaucoup, c'est tout monsieur, donc docteur Ali Miguel, et merci vraiment d'avoir donné beaucoup d'éclaircissements concernant cette situation économique et géopolitique actuelle de Bab el-Mandeb et surtout maritime. Merci d'avoir accepté tout le temps nos invitations lorsqu'il s'agit de nous donner un éclaircissement sur une situation donnée. Et chers téléspectateurs, téléspectatrices, merci aussi à vous de nous suivre. C'est la fin donc de cette table ronde. Je vous dis à très bientôt, au revoir et le programme continue sur Télé Djibouti.